Très bien, bonjour messieurs et probablement mesdames également, je ne vois pas tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul et mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin en visioconférence pour l'audition de monsieur Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, et de monsieur Olivier Guillaume-Barche, consul de France à Wuhan. Messieurs, je tiens à vous remercier de vous être rendus disponibles pour cette audition. Nous avons souhaité avoir un contact direct avec vous sur les questions liées au démarrage de la pandémie de Covid-19, sur les informations dont les autorités françaises ont disposé de la part des autorités chinoises à ce moment-là, mais aussi maintenant, dans la mesure où l'Europe est en train de devenir l'épicentre de cette pandémie. Avant de commencer cette audition et de vous laisser la parole, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous demander, messieurs, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct en vidéo sur le site de l'Assemblée nationale. Elle fera l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié et je demande à mes collègues qui voudront intervenir de bien vouloir se signaler pour faciliter nos échanges. Messieurs, je vais vous proposer de commencer cette audition par un court propos liminaire avant qu'on commence nos questions. Je vous laisse la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Je pensais commencer par un bref justement rappel de la chronologie et des événements tels qu'on a pu les vivre du côté chinois. D'abord, pour distinguer 5 temps dans la crise, ce qu'on peut appeler le temps de la dissimulation d'une crise qui était encore locale. Donc, c'est une période qui va jusqu'au 31 décembre, où pour la première fois, on annonce donc 27 cas, dont 7 graves. C'est une information qui a été aussitôt relayée au centre de crise de Quai d'Orsay par Olivier, ici présent, notre consul général à Wuhan. Et c'est un moment où, donc jusqu'à cette période, on peut considérer qu'il y a eu une volonté locale de faire le moins de bruit possible et de cacher l'information. Donc, moi, j'étais à Wuhan le 19 décembre, où j'ai eu beaucoup de contacts avec les milieux universitaires, médicaux, etc., y compris politiques, et à aucun moment la Covid n'a été mentionnée, ni même, je l'ai pu sentir, aucune tension ou précaution particulière. Et donc, la première fois qu'on a remonté l'information, donc par un message de notre consul général, c'est bien le 31 décembre, et le 2 janvier, nous avons fait modifier les conseils aux voyageurs, et le 8 janvier, nous avons pu informer de la découverte d'un nouveau coronavirus donc en Chine. Le deuxième temps, pour moi, c'est celui de la minimisation de la dangerosité. Ça va jusqu'au 23 janvier. Donc, entre l'annonce officielle qu'il se passe quelque chose et le fait que ce virus est dangereux, il se passe encore 23 jours. Le 10 janvier, les autorités excluent formellement toute transmission interhumaine, avant de revenir sur cette information le 20 janvier. Et même le 20 janvier, on dit encore que c'est une maladie qui n'est pas aussi grave que pouvait être le SRAS en 2002-2003. C'est néanmoins une période où il se passe des choses, parce que probablement grâce à cette expérience de 2003, il y a un vrai travail qui est fait par les autorités médicales chinoises qui vont isoler la souche le 7 janvier, faire son séquençage génétique le 12 et avoir les premiers réactifs pour les tests le 9 janvier. Le troisième temps, c'est le temps de la lutte et de la maîtrise de la pandémie sur le sol chinois. C'est grosso modo une période qui commence le 23 janvier et qui va jusqu'à la fin mars. Le 23 janvier, c'est l'heure, je veux dire, de la forme de panique, puisque le nombre des cas se sont envolés. On est passé de 217 le 21 à 443 le 22. Et on a des décisions politiques fortes, aussi des recherches de responsabilité avec le changement d'exécutif de la province du Hubei et une aussi mobilisation populaire dans la lutte contre le virus. Le 23 janvier à 2 h du matin, les mesures sont radicales puisque sans préavis, 20 millions de personnes sont confinées. Une seule personne par famille ne pourra sortir qu'une fois tous les 3 jours pendant 76 jours. Et dans certains quartiers, le 10 février, par contre, on passe même à une gestion fermée des résidences. Ça veut dire que les gens ne sortiront pas, ils seront ravitaillés par les comités de quartier. Les routes sont coupées, donc avec des barrages policiers. On m'a rapporté que même dans
dans les périphéries, il y avait même eu des routes qui avaient été coupées au sens propre. Le système de santé explose et on envoie 30 000 personnels de santé en renfort dans le Roubaix et il y aura jusqu'à 16 hôpitaux mobiles supplémentaires de déployer dans la province. Et jusqu'au 8 avril, grosso modo, le Roubaix et l'Oural sont restés coupés du monde. Les mesures qui sont prises en Chine à ce moment-là, dans toute la Chine, c'est à peu près la même, suite à peu près la même logique. C'est une logique d'abord de prévention avec donc le masque est partout, lavage des mains, interdiction des réunions, isolement de certains quartiers, des immeubles, filtrage des allées et venues, une politique de détection précoce avec un contrôle systématique des températures, un appel à la dénonciation quand on achète du paracétamol en pharmacie, l'identification des cas contacts par traçage numérique qui va se généraliser à partir du 18 février, et ensuite une politique de test à grande échelle. Troisième volet, l'isolement précoce et autoritaire des malades, y compris les asymptomatiques, et enfin évidemment le traitement. Sur cette période, donc, il y a eu un aspect positif qui était que le pays était à l'arrêt déjà en raison du Nouvel An chinois, donc les vacances vont être prolongées, et jusqu'au 10 février, en fait, le pays est complètement à l'arrêt, pratiquement dans toutes ses dimensions, et le pays même se barricade, se referme, avec des chaînes de logistique terrestre qui souffrent puisque les camions n'arrivent plus à passer les différents barrages qui sont mis en place. Et même après le redémarrage de l'activité productive, donc après le 10 février, on voit dans une ville comme Pékin, on voit qu'il va falloir des semaines pour que la vie reprenne. Et le fait qu'on soit au cœur de l'hiver a probablement aidé à avoir un confinement qui reste très très suivi pendant ces premières semaines. Je note que c'est à cette fin de mois de février que l'OMS fait une mission sur place et donne un satisfecit à la Chine sur la façon dont les mesures sont prises. Le 19 mars, ça va être le premier jour sans cas à Wuhan, et donc ça va être le moment où on peut considérer qu'on est en début de maîtrise de l'épidémie, et en grosso modo, à partir de la fin mars, la maîtrise va être assez complète. Il va y avoir une inversion à partir de cette période, puisque les débuts de contamination en Europe vont faire apparaître le thème d'une menace qui vient de l'étranger. Et à partir du 20 mars, la Chine va mettre en place une quarantaine obligatoire et des tests systématiques pour les passagers qui arrivent de l'étranger. Le nombre de vols qui viennent du monde entier vers la Chine va être contrôlé. Et en quelque sorte, la Chine va être elle-même gérée comme une résidence fermée avec un contrôle strict des entrées et venues. En termes de chiffres, donc si on regarde cette période, entre les chiffres qui ont été établis à la fin mars et ceux d'aujourd'hui, finalement, les variations ne sont plus très importantes puisqu'on va arriver jusqu'à, donc au 1er novembre, on est à 86 000 cas officiellement et 4 634 morts au 1er novembre. Depuis, les cas qui ont été enregistrés sont essentiellement liés à des cas importés, mais aussi 1837 cas de contamination locale liés à des petits rebonds épidémiques qui ont eu lieu à Canton, à Harbin, à Jilin, à Pékin donc au mois de juin et dans le Xinjiang actuellement. Le quatrième temps, pour moi, c'est celui de la normalisation des mesures de prévention et de la gestion dans la durée de la crise. Donc, c'est à partir de la fin mars, on va s'installer dans une crise qui est dans la durée où la garde reste très, très haute. Les clusters que j'ai mentionnés vont être étouffés assez rapidement, mais avec des mesures qui sont quand même drastiques. Dans le cas de Pékin, on a confiné du jour au lendemain 500 000 personnes à leur domicile. Et par ailleurs, la ville a été aussi... les voyages se sont complètement arrêtés avec le reste de la Chine. Et on a testé aussi des centaines de milliers de personnes. À Wuhan, quand il y a eu le rebond, on a testé 9 millions de personnes en une quinzaine de jours. Ça a été la même chose à Qingdao aussi. Donc une politique très appuyée, je dirais, de contrôle. À la fin de cette période, donc sur la période qui va de la fin mars au début juillet, disons à l'été, là on va avoir aussi progressivement une normalisation et notamment tout ce qui est le retour des résidents va marquer un saut et nos résidents vont pouvoir rentrer de manière assez normale pour arriver à une situation complètement ou quasi normale au début septembre.
Depuis l'été, donc on est vraiment dans une nouvelle forme de normalité, avec un objectif qui est clair, je pense, de préserver l'acquis du 0K, qui est aussi une forme de symbole de la supériorité de la gouvernance à la chinoise. Donc, à la rentrée de septembre, les écoles ont repris à Pékin alors qu'elles avaient été fermées pendant 8 mois. La semaine du 1er octobre, il y a vraiment eu un déclic, je pense, dans les esprits, puisque 5 millions de Chinois ont voyagé et ont recommencé à retrouver le chemin des autres provinces. Donc je parle évidemment de voyages internes. Pour l'anecdote, j'ai visité un EHPAD à Shenzhen samedi dernier, pardon. Les pensionnaires et les personnels soignants, jusqu'au 1er octobre, sont restés confinés sur place sans visite des familles pendant 230 jours. Et depuis le 1er octobre, les visites ont repris, mais elles n'ont lieu encore que dans la cour de l'établissement et pas dans l'établissement. Donc si on peut parler d'un retour à la normale, on est quand même dans une normalité qui est différente. Pour se déplacer, il faut absolument présenter son application pour prendre le train, pour rentrer dans les hôtels. C'est encore nécessaire aussi dans un certain nombre de restaurants ou de musées, par exemple. Il y a des différences régionales par province, puisqu'il y a une responsabilité au niveau des provinces. Et donc, les choses sont plus légères à Shanghai qu'à Pékin, mais plus légères à Pékin qu'à Shenzhen. Mais cette question du kit et du contrôle des températures pour les déplacements reste vraiment quelque chose qui est très marqué. Ce qui est le plus sensible dans la baisse de contrôle, c'est qu'on peut recevoir à nouveau normalement de chez soi ses visiteurs, même si en principe ils doivent toujours noter leur numéro de téléphone et leur carte d'identité. Et par ailleurs, c'est la reprise économique qui est vraiment très présente, et c'est confirmé par nos entreprises, on est pratiquement donc, à une reprise de la croissance. On a quelques secteurs qui ont même des expansions fortes, comme L'Oréal qui doit faire plus de 20% par rapport à l'année dernière. La flotte cargo marine marchande n'a plus de bateaux à l'ancre. Elle profite aussi de la baisse du transit aérien, mais enfin, c'est quand même aussi un signe. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est une nouvelle normalité, mais quand même une vie qui reprend très normalement, un port du masque qui se fait plus, enfin, qui est toujours très présent, mais qui est parfois plus léger, les mains qui se resserrent, etc. etc. Peut-être quelques mots rapides sur le travail de l'ambassade pendant ces 10 mois, pour dire que, évidemment, on a épousé les cycles de la crise. Donc, la première période, jusqu'au 23 janvier, on est dans une quasi-normalité. On a 2 visites ministérielles dans la première quinzaine de janvier. On commence évidemment dès le 23 janvier à avoir des points quotidiens sur la situation. Ensuite, on va passer très vite. En quelques jours, on bascule à l'évacuation de nos ressortissants à Wuhan, avec 4 vols d'évacuation entre la fin janvier et le 21 février. Ensuite, on est dans des périodes où on va suivre la situation sur place, les conséquences pour nos entreprises, pour nos ressortissants, avec de nombreux webinaires avec la communauté d'affaires, des informations pour la communauté d'affaires, pour la communauté française. Un retour d'organisation aussi sur les mesures qui ont été prises dans le poste pour préparer notre réseau diplomatique à ce qui arrive. Et puis quand on arrive au moment où la crise est une réalité en Europe, on va aussi se transformer en centrale d'achat avec mise en place d'une task force, et on va pratiquement quotidiennement identifier des producteurs, recevoir des demandes de paris pour la recherche de certains composants. Et donc pendant plusieurs semaines, ça va être le gros de notre activité, va être d'assurer le suivi, préparer les achats, assurer le suivi, la chaîne logistique. Et on considère qu'on a à peu près 2 milliards de masques qui sont passés par cette chaîne entre Santé publique France, l'ambassade et la France. Avec la sortie de crise progressivement, ou disons le point bas de la crise en Chine, le retour de nos résidents va devenir un sujet qui monte. Et l'amélioration relative de la situation en France va faire aussi qu'on va monter la pression sur les autorités chinoises pour permettre le retour des résidents, rétablir une forme de connectivité aérienne avec une meilleure parité entre les compagnies chinoises et la compagnie française.
Enfin, dans cette dernière période, donc, on est surtout centré sur la reprise de l'activité en Chine, comment l'accompagner au mieux, reprendre notre place, gérer les instruments entre ce qu'on peut faire en présentiel, en distanciel, et puis évidemment passer les messages de nos autorités. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. Pardon, je ne sais pas qui. Il y a un petit moment. Et parfait, merci beaucoup en tout cas pour ce propos liminaire. Je vais tout de suite passer la parole à monsieur le rapporteur. Hein. Merci, merci Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui bénéficier de votre analyse, de votre éclairage et de votre vision de la crise qui touche le monde entier aujourd'hui et qui a commencé en Chine. Vous avez été assez complet dans votre présentation. Je voudrais vous poser quelques questions qui sont de nature à apporter des précisions et des éclairages supplémentaires. D'abord, vous nous avez indiqué en faisant ces temps qu'il y avait le temps de la dissimulation. Ce temps de la dissimulation, certains infectiologues que nous avons auditionnés devant la commission estiment que les premiers cas, que l'épidémie de Covid-19 aurait pu commencer dès octobre, voire même dès septembre 2019. Je suis un peu étonné que nous n'ayons eu aucune remontée sur cette situation. Est-ce qu'il n'y avait pas, de la part de notre représentation diplomatique, peut-être d'autres services, et là c'est peut-être plus difficile à l'évoquer, mais des capteurs qui auraient permis de mesurer et déjà d'avoir connaissance de ces cas et donc d'anticiper cette situation. Donc pour vous, vous nous avez rappelé les temps officiels. Pour vous, quand commence réellement cette crise? Et est-ce qu'en effet, de nombreux cas étaient déjà présents dès l'automne, comme aujourd'hui cela semble être avéré? Ensuite, je voudrais vous poser, toujours dans le cadre un peu de cette dissimulation, une question sur la crédibilité des chiffres qui ont été annoncés par les autorités chinoises, notamment en termes de morts, de décès. La communauté internationale a été, c'est le moins que l'on puisse dire, assez surprise, voire plutôt sceptique sur la faiblesse du nombre de décès en Chine, au regard malheureusement de ce qui se passe dans tous les autres pays du monde. Il y a eu cette interrogation sur des urnes funéraires amenées à Wuhan en nombre beaucoup plus important que les décès en tout cas qui étaient annoncés. Donc, est-ce que vous avez un regard sur la crédibilité de ces chiffres? Ensuite, une question un peu différente sur les moyens mis en œuvre pour favoriser les achats d'équipements de protection. Comment vous avez travaillé? Est-ce qu'on a eu le sentiment que des groupes privés étaient beaucoup plus performants que les commandes publiques? En tout cas, ont obtenu des commandes beaucoup plus rapides. C'était le cas notamment pour le secteur de la grande distribution. Quel rôle la représentation diplomatique française en Chine a-t-elle joué pour favoriser ces livraisons? Ce qui m'amène à vous interroger également sur une question sur notre dépendance à l'égard de la Chine en matière d'équipements de protection, qu'on peut qualifier de stratégique, mais plus encore en termes de médicaments. Comment vous analysez aujourd'hui cette dépendance? Et bon, je sais que ce n'est pas votre rôle, mais quel regard vous pouvez porter pour qu'on y soit moins sensible? Et enfin, une dernière question sur le vaccin. Est-ce que vous avez des informations? J'ai vu, je crois, qu'une campagne de vaccination d'urgence était annoncée par la Chine. Où en est-on d'après vous et quelle est la crédibilité là aussi de ces informations? Je vous remercie en m'excusant préalablement parce que je devrais quitter cette visioconférence à 9h30. Merci.
sur le premier point, donc sur la période de dissimulation, c'est aussi un métier, la modélisation, donc je ne suis pas vraiment expert pour avoir un avis complètement autorisé. Moi, j'ai juste une observation pragmatique qui est que 3,5 millions de personnes ont quitté Wuhan au moment des fêtes du Nouvel An chinois. Et donc, si le virus avait commencé à circuler très tôt, aussitôt que, disons, avant octobre-septembre, le nombre de contaminés qui auraient circulé aurait été probablement plus important que celui qu'on a eu. Mais vraiment, c'est quelque chose, je ne suis vraiment pas un expert. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est comme le premier mort est le 8 décembre, ça veut dire que les premières contaminations sont certainement en novembre, voire à la fin octobre. J'ai du mal à penser, compte tenu de ce qu'on a vu de la virulence du virus, que ça peut être beaucoup plus ancien. Je pense aussi que les autorités n'étaient pas conscientes du danger. En tout cas, au début. Premier mort, excusez-moi, le premier mort est le 8 décembre. Le premier mort, disons, à peu près officiel a posteriori, est le 8 décembre. D'accord. Mais on le sait a posteriori, quoi. Oui. Puisqu'il y a eu ce grand banquet républicain, si j'ose dire, de 20 000 couverts à Wuhan le 19 janvier, donc je vois mal, c'était vraiment un grand banquet du parti, je vois mal le parti exposer 20 000 de ses membres en toute connaissance de cause, s'il savait à ce moment-là que c'était dangereux. Sur les chiffres, on est obligé d'avoir des doutes. D'abord parce que les chiffres, c'est pas populaire d'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, il y a nécessairement un rapport de la transmission entre la province et le centre des questions qui se posent. Que probablement l'appareil a été complètement submergé à un moment donné, y compris l'appareil administratif, qu'il y a dû avoir des choix de fait dans les gens qui ont été soignés et qui n'ont pas été soignés. Donc, ce n'est vraiment qu'en comparant la surmortalité dans 1 an ou 2 avec les retours qu'on aura une vision des chiffres. Je pense que sur le Wuhan et le Hubei, ils sont certainement inférieurs à la réalité si on prenait une acception comme la nôtre. Après, sur la période récente, je pense que la tendance, une fois qu'on a mis ce bémol sur le fait qu'il peut y avoir une volonté de réduire un peu, je pense que la tendance est juste, parce que finalement, le reste, on le vit. C'est-à-dire que le contrôle de l'épidémie, le fait que les mesures se relâchent, que l'économie est repartie à plein, on peut le constater de visu. Sur l'achat de protection, sur la rapidité, je pense que… Alors, je n'ai évidemment pas tout à fait les données sur la rapidité avec laquelle la grande distribution a pu opérer, mais on a quand même localisé 2 milliards de masques dans ce beau pays. On a aidé, donc parfois moi-même personnellement, en allant voir les producteurs, notre consul général ou nos consuls généraux dans les provinces ont été sécurisés des livraisons. Donc à Pékin, j'ai sécurisé 188 millions sur un seul contrat de masques. On a fait le travail documentaire pour essayer d'avancer les choses. On a commencé une première négociation sur les prix. Après, c'est vrai que les règles de la comptabilité publique ont fait que parfois les contrats ont été peut-être un peu plus longs à boucler, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait été défaillant. Même plutôt au contraire, parce qu'on a finalement, c'est un métier qu'on a découvert pour l'occasion, donc la façon dont on a travaillé, ça a été la suivante. D'abord, nos contacts dans les ministères, mais aussi on s'est appuyé sur tout le réseau du club santé, donc aussi sur les entreprises. Et ensuite, on a assuré vraiment toute la chaîne, c'est-à-dire depuis le début de la négociation, la certification, le contrôle avec les douanes, les autorisations pour les vols d'État. Et on l'a fait pour Santé publique France, mais on l'a fait aussi pour un certain nombre de collectivités locales, de ministères qui nous ont par ailleurs remerciés. Sur la dépendance à la Chine sur ces équipements, oui, elle est claire et on a presque dire qu'on a eu presque de la chance que les courbes se soient inversées dans nos pays, parce que si la demande en Chine était restée au niveau qu'elle était, malgré la montée en puissance de l'appareil productif chinois, on aurait probablement du mal à s'approvisionner sur le marché chinois. Et donc, il y avait une dépendance du monde entier à la Chine. S'il n'y avait pas eu une baisse de la demande en Chine à ce moment-là, on aurait eu du mal. Les exportations de masques de Chine entre 2019 et
20, on fait plus de 2000%. Donc dépendance excessive. Sur les médicaments, la situation est un peu différente. C'est-à-dire qu'en médicaments, on est très peu dépendant de la Chine pour les médicaments assemblés, enfin le produit fini. Par contre, on n'importe que 3% de nos médicaments et notre balance est positive dans le domaine du médicament avec la Chine. Par contre, on est très dépendant sur certains principes actifs. Et donc là aussi, on a travaillé pour localiser des producteurs. Et pour vous donner un exemple, on a une usine à Wuxi, donc près de Shanghai, qui produit de principes actifs qui est pour 97%, je crois, de la production française de paracétamol. Donc on a une dépendance clairement excessive et je crois que depuis lors, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites par le président de la République le 16 juin et par le ministre Olivier Véran le 18 juin pour aider à relocaliser un certain nombre de ces productions. Sur le vaccin, donc on a pas mal de producteurs, enfin de laboratoires et de grandes entreprises chinoises qui travaillent. Il y en a 4 qui sont plus avancés. Ils ont commencé à vacciner parfois assez tôt. Dès le mois de mars, le patron de Sinopharm que j'avais rencontré pour les achats de masques avait lui-même été vacciné, donc ils ont sauté des étapes. Ils ont le conseiller d'État Wang Yi, quand il est venu à Paris au début septembre, et son entourage avait été aussi vacciné. Ils ont vacciné des militaires, ils ont vacciné les gens des grandes entreprises publiques. Ce n'est pas une politique de vaccination, je dirais, générale, mais c'était en parallèle des tests qui ont été faits dans un certain nombre de pays, puisqu'ils n'avaient plus assez de cas pour faire les tests en Chine. Ce qui a permis, je crois, de faire ça, si je comprends bien, et en comparant les propos des différents producteurs, c'est que la technologie qui est utilisée par les 2 principaux labos, Sinovac et Sinopharm, sont des technologies qui sont assez robustes et connues, et donc on sait à minima qu'elles ne sont pas dangereuses pour la santé. Par contre, on n'est pas certain de la durée de la production d'anticorps, et donc leur efficacité n'est pas encore, on n'a pas suffisamment d'informations et de retours pour pouvoir se prononcer sur leur efficacité. Je ne sais pas si notre consul général veut dire quelque chose peut-être sur les premiers jours par rapport à votre question. Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur les premiers jours de l'épidémie à Wuhan, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur? Oui, en ce qui me concerne, oui, parce qu'on reste quand même étonné du retard, enfin, c'est plus facile à dire naturellement rétroactivement, mais de l'information des autorités françaises. Alors, ce qui s'est passé ici à Wuhan, comme monsieur l'ambassadeur l'a décrit, le premier mort officiel le 8 décembre, mais effectivement, c'est un mort a posteriori. Ça n'a été reconnu que bien après. Nous avons alerté immédiatement l'ambassade de Paris dès que le premier communiqué officiel des autorités est tombé, c'est-à-dire le 31 décembre. L'entrée 31 décembre, j'étais au bureau, ce communiqué m'est rapporté, je le transfère immédiatement à Paris à l'ambassade. À l'époque, c'était quelques cas uniquement, je crois que c'était environ 25 cas, 7 cas graves, mais toutes les informations étaient rassurantes, bien entendu. Ça tombe le 31 janvier, ce qui s'est passé juste avant. Vous avez sans doute entendu parler de ces fameux lanceurs d'alerte, notamment le docteur Li Wenliang. Lui, il publie sur son compte Weibo, qui est l'équivalent de WhatsApp ou de Facebook chinois, il publie l'information le 30 décembre. Le 30 décembre, donc c'est juste à peine la veille, pour avertir ses collègues qu'il y a dans son hôpital quelques malades qui présentent des syndromes de ce qu'il pensait être le SRAS. Donc le SRAS, ça nous ramène à 2002. Donc, y compris dans la communauté médicale chinoise et au sein de cette toute petite communauté médicale de Wuhan, l'information n'est révélée que le 30 décembre. C'est bon. À peine la veille du comité, pardon. Et c'est seulement donc le 31 décembre qu'une mission du CDC, du Centre de contrôle des maladies de Pékin, est dépêchée en urgence à Wuhan et valide ce tout premier communiqué. Donc pour nous, il n'était
absolument pas possible d'avoir vent de cette épidémie plus tôt que le jour de la publication de ce communiqué. Nous avons des contacts, de nombreux contacts dans les milieux hospitaliers ici à Wuhan, puisque nous avons une coopération médicale qui date depuis maintenant 30 ans, notamment auprès de l'un des plus grands hôpitaux de Wuhan. On a de nombreux amis médecins, etc. Rien ne nous avait été rapporté avant. Et peut-être une dernière question avant de vous quitter. Il y a eu beaucoup d'interprétations plus ou moins sérieuses sur l'origine de la propagation du virus, et notamment sur le laboratoire P3. Est-ce que vous avez une analyse, une interprétation de l'origine du virus, et là aussi, est-ce qu'il y a eu des tentatives de dissimulation des autorités chinoises selon vous? Je laisse répondre. Oui, je suis un peu embarrassé par cette question, donc, parce que c'est pour ça que je la pose. Oui, mais c'est surtout parce que il y a vraiment aucun élément qui vienne appuyer cette information. On a un expert au sein de ce laboratoire. Si vraiment c'était l'idée que il y avait des turpitudes qui étaient faites dans un laboratoire chinois pour préparer des armes bactériologiques, je ne choisirais pas le laboratoire qui est fait avec un partenaire étranger. Quand on a fait le choix de construire ce laboratoire il y a une quinzaine d'années, c'était au lendemain du SRAS, et c'était dans une logique de se dire les futures maladies émergentes, le vrai défi c'est probablement en Chine, et il y a un intérêt légitime à coopérer. Je trouve que finalement ça légitime plutôt a posteriori le choix qui a été fait à cette époque-là par Jacques Chirac. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à mes collègues en premier. Je terminerai l'audition. Je vais passer la parole à Monsieur Dor dans un premier temps. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le consul de Wuhan. Voilà, mes questions seront courtes. J'ai eu l'occasion de faire une visite officielle à Wuhan pour visiter l'hôpital franco-chinois de Wuhan. Peut-on confirmer que cet hôpital a rempli son rôle lors de cette épidémie? A-t-il été conforme aux idées médicales que l'on puisse accepter tous les malades? Y a-t-il eu ou non assez de matériel médical, assez de personnel médical et l'absence de pénurie de médicaments? Parce qu'on a construit 2 hôpitaux éphémères en l'espace d'une dizaine de jours rapidement, ce qui a fait la une des journaux mondiaux. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de personnel médical pour participer à ces hôpitaux? Ma deuxième question, est-ce que la politique des masques et la politique des tests a été ou non obligatoire pour tous les habitants de cette ville, de cette communauté urbaine? Et est-ce qu'il y a eu ou non une réaction d'opposition un petit peu des habitants, des citoyens? Est-ce qu'ils ont validé à 100% ou est-ce qu'il y a eu des réactions qui ont pu être contraires à cette politique de sécurité sanitaire? Voilà. Puis enfin, la question du laboratoire P4 qui était à Wuhan, je pense qu'il a rempli son rôle, vous l'avez confirmé. Je pense qu'il n'y a pas eu de souci puisqu'il était effectivement ce que nous a confirmé des infectiologues français. Voilà, merci de vos réponses. Alors, pardon, excusez-moi, je vais coupler deux deux participants à la fois. Je vois qu'il y a Monsieur Vallot. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, ouais. Oui, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, bonjour, merci de votre intervention. Je voudrais aborder un point qui est assez déterminant dans la gestion mondiale de la crise, c'est le lien de la Chine à l'OMS.
Et je voudrais savoir quelle est la place que la Chine occupe dans cette institution, notamment à la faveur du retrait des États-Unis. Je crois même que, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé à son égard d'une absence de neutralité absolue. D'autres ont évoqué une institution sous influence, considérant notamment que le directeur général avait tardé à déclarer l'urgence internationale. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la relation entre la Chine et l'OMS et quelle est la diplomatie sanitaire de la Chine et en quoi elle a pu influencer ou influer sur la gestion internationale de la pandémie? Allez-y, messieurs, je vous laisse répondre. Peut-être une première couche et je laisse sur quelques points précis peut-être le consul général reprendre. Sur l'hôpital de Zhongnan, l'hôpital franco-chinois de Wuhan, il a rempli ce rôle et au-delà, puisque une partie de son équipe a été justement dépêchée pour gérer les hôpitaux temporaires qui ont été mis en place. Olivier les connaît beaucoup mieux que moi, donc je le laisse élaborer si vous le souhaitez. Sur les personnels médicaux, il y a eu plus de 30 000 personnels médicaux qui ont été dépêchés d'autres provinces pour renforcer les équipes de Wuhan. Donc, il y a eu les moyens à un moment donné de faire face, mais ces moyens sont quand même arrivés progressivement. Et il est clair que dans les premiers jours de la crise, quand on est passé à la phase paroxytique, les messages qu'on avait, c'était des besoins de tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les équipements qu'on a envoyés par le 3e vol, on avait 14 tonnes de livraison, ont été essentiellement dirigés sur Wuhan et cet hôpital de Zhongnan. Sur la politique des masques et des tests, elle a été générale en Chine. Les Wuhanais ont peut-être été un peu moins exposés aux masques parce qu'ils devaient rester chez eux, en plus par rapport à d'autres. Donc, ils avaient moins l'occasion d'utiliser leur masque. Je dirais que globalement, il y a un rapport au masque qui est différent en Chine parce que d'abord, il y a le passé, SRAS, etc., mais il y a aussi un rapport à la pollution qui fait qu'on le porte plus facilement. Sur la situation dans la ville, il est clair qu'il y a eu des moments d'irritation, mais je pense que notre consul général pourra vous en parler peut-être plus directement, parce que lui, il a en quelque sorte entendu cette réaction. Mais quand même, globalement, à l'échelle de la Chine, il n'y a rien de comparable de ce qu'on peut voir en Europe. Sur les liens de la Chine avec l'OMS, donc effectivement, la question du retrait américain, ça consiste à laisser de la place parce qu'on reproche à quelqu'un d'autre de prendre trop de place. Le fait est qu'aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur dans la plupart des institutions internationales et un pouvoir d'influence qui est réel. Sur l'influence sur laquelle elle a été soumise, oui, il y a certainement eu des pressions. Ce qui rétrospectivement m'interroge le plus, c'est le message qui a été donné sur la connectivité aérienne et sur le fait de plutôt plaider pour maintenir la connectivité aérienne. D'autant que la Chine elle-même a fait l'inverse un peu après. Donc oui, il y a certainement eu une influence. Dans quelle mesure c'est difficile à faire la part du besoin qu'a aussi une organisation qui est quand même basée plutôt sur la science, d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir réagir. J'ai l'impression que sur la collectivité aérienne, le principe de précaution n'a pas vraiment joué. L'ambiance à Wuhan? Alors sur l'ambiance à Wuhan, évidemment, ce que je vais décrire, ça va vous montrer les différences avec la manière dont les choses se passent en France. Et je dirais, monsieur le député, que la question des masques, elle est presque anecdotique. Comme l'a dit l'ambassadeur, il y a une habitude de porter des masques ici, et il y a eu absolument aucune question sur cette obligation de porter des masques, puisque dès le confinement, jusqu'à la fin du confinement, 76 jours plus tard, 76 jours de confinement total, le masque est absolument obligatoire à l'extérieur partout. Et aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, là, j'ai mon masque sur mon bureau. Lorsque je quitte le bureau, je prends les ascenseurs, je mets mon masque.
dans tous les lieux publics, on met le masque, c'est presque devenu une politesse. Maintenant, on porte le masque parce que le masque sert à se protéger, certes, mais les Chinois ont compris que le masque sert d'abord à protéger les autres. Alors, le confinement est décrété le 23 janvier à 2 heures du matin, absolument sans aucun préavis. Les Wuhanais le découvrent à leur réveil et découvrent qu'à partir de 10 heures, plus aucun vol, plus aucun train ne quitte et ne rentre dans Wuhan. Toutes les routes sont fermées, les autoroutes bloquées, des checkpoints sont installés à tous les grands carrefours de la ville. Il y a 16 ponts à Wuhan et 3 tunnels. Les ponts sont fermés, les tunnels sont fermés. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement tendue. Dans quelles conditions s'est déroulé le confinement? Eh bien, d'abord, jusqu'au 13 février, les gens ne sont autorisés qu'à sortir une personne par famille tous les 3 jours pendant 2 heures et uniquement pour aller acheter de la nourriture parce que tous les magasins, autres que les magasins d'alimentation, sont fermés. Et comment cela se fait? C'est-à-dire qu'à l'entrée de chaque immeuble, il y a des gardes, il y a des vigiles et vous devez enregistrer, donner un numéro, sortir votre carte d'identité. On prend votre température à la sortie et à la rentrée. Et si jamais vous êtes pris avec plus de 37,3 de température, on vous envoie manu militari dans le système de santé. Et il n'y a pas d'auto-autorisation comme on en a chez nous. Les seules personnes qui ont été autorisées à sortir pendant le confinement, ce sont les personnes qui travaillaient soit dans les administrations, soit dans les quelques entreprises restées ouvertes qui, à la fois, assuraient les services publics pour permettre à la population de continuer à vivre, et puis les entreprises qui contribuaient à la lutte contre le coronavirus. Et tout ça était extrêmement contrôlé. Du fait de mon statut, j'avais un laissez-passer permanent pour moi-même et pour mon véhicule. Et donc, j'ai pu, pendant toute l'épidémie, sortir quand je le voulais de chez moi pour venir travailler au bureau, puisque lorsque nous avons fait ces 4 vols d'évacuation entre le 31 janvier et le 21 février, on a travaillé avec une toute petite équipe de volontaires, 4 volontaires français et quelques volontaires chinois. On a travaillé vraiment 24 heures sur 24 pour assurer ces départs et pour assurer la sécurité de nos ressortissants. Donc moi, j'ai pu sortir et être témoin de tout ça. À partir du 13 février, c'est-à-dire au moment où sont nommés où les 2 secrétaires du parti de la ville et de la province, qui sont les plus hauts responsables, sont limogés et sont remplacés par 2 proches du président Xi Jinping, qui tous les 2 sont issus du milieu sécuritaire. Les conditions du confinement se renforcent et lorsque je rentre chez moi le soir à 23h30 après une journée de travail, je découvre que ma résidence est totalement barricadée par des palissades. Toutes les résidences dans la journée et dans la nuit ont été barricadées par des palissades. Il n'y a plus qu'une seule entrée qui est gardée où les gens peuvent entrer et sortir sur production d'un laissez-passer. Donc la ville s'est retrouvée totalement cloisonnée. On vit ici beaucoup dans des résidences, mais dans les quartiers populaires, les vieux quartiers où on a des petites rues, des choses comme ça, les rues elles-mêmes sont barricadées. Il y a même des endroits où des murs sont érigés. Lorsqu'il y a des immeubles où il y a des gens qui sont contaminés et qu'on ne peut pas envoyer à l'hôpital parce que la situation dans les hôpitaux, c'est une situation de guerre. Il n'y a absolument pas de place dans les hôpitaux, tous les lits sont pris, il y a des gens dans les couloirs, des gens meurent partout. On va même jusqu'à fermer la porte des immeubles et la porte des appartements en laissant juste une petite trappe pour pouvoir passer un petit peu de nourriture. Et à partir de ce moment-là, du 13 février, même les magasins d'alimentation sont fermés, gardés par des policiers. Alors comment on fait? Comment ça s'est fait? Le parti a des ramifications absolument partout, avec des comités de quartier notamment et des comités d'immeubles. Et ce sont ces comités de quartier et ces comités d'immeubles qui vont être réquisitionnés et qui vont aller faire les achats groupés. Et on va nous amener à chacun devant notre porte, une fois tous les 3 jours, un sac de nourriture avec des légumes, un petit peu de viande, et les gens se débrouillent comme ça. En même temps, obligation de télécharger une application un petit peu style Stop Covid, comme nous avons en France, mais là, c'est l'obligation pour tout le monde, sur laquelle vous êtes obligé de rapporter 2 fois par jour votre température. Et il y a des contrôles, il y a des patrouilles qui passent dans les immeubles et qui passent dans chaque appartement, si jamais vous n'avez pas rempli votre application, ou alors au hasard, et qui viennent contrôler la température des gens. Donc tout ça est contrôlé de manière extrêmement stricte. Comment la vague a été... je suis pas revenu sur Zhongnan, par exemple. Alors oui, effectivement, Zhongnan, l'hôpital Zhongnan, c'est notre partenaire historique de coopération. Il a été montré en exemple
ici comme étant l'hôpital qui a le mieux répondu, un des hôpitaux qui ont le mieux répondu à cette pandémie, notamment l'un de ses vice-présidents est directeur du service des urgences et est de nationalité française. Il est là depuis une quinzaine d'années. Et donc, très tôt, dès les premières contaminations, dès les premiers patients qu'on lui amène, ils mettent en place une sorte de double système avec un parcours particulier pour les passagers, pour les patients fébriles, et puis un parcours particulier pour les patients non fébriles. Mais à partir de fin janvier, où les contaminations se multiplient, alors les gens se sont beaucoup contaminés au moment où a été annoncée la fermeture de Wuhan, parce que les gens se sont rués à l'hôpital pour essayer de se faire dépister. À partir de fin janvier, les hôpitaux ne peuvent même plus accepter les autres malades. Donc, on ne sait pas quelle peut être la mortalité de gens qui auraient pu avoir un infarctus à la maison ou des choses comme ça. Donc, la vague a été très très forte, mais Jonan a plutôt bien réagi, et c'est effectivement à cet hôpital que nous avons adressé les dons de matériel. Les dons de matériel. Ensuite, c'est dans ce contexte-là donc que nous avons décidé du départ de nos ressortissants, puisqu'il était hors de question de voir un de nos ressortissants pris dans la nasse de ce système. Et fort heureusement, aucun ressortissant n'a été contaminé, ni parmi ceux que nous avons évacués, ni parmi la petite centaine de ressortissants français qui sont restés à Wuhan. Je rappelle que le consulat des États-Unis, le consulat anglais, eux, ont évacué et fermé leur consulat, les tout premiers. Le consulat coréen est resté ouvert, mais il n'y avait pas de consul général. Donc, nous sommes restés pendant toute l'épidémie le seul consulat ouvert à Wuhan, et nos trois couleurs ont flotté pendant tous ces mois dans le ciel qui était à l'époque bien gris et bien lourd de Wuhan. Merci, merci beaucoup pour ces réponses et pour cet engagement. Je passe la parole à Madame Oconi. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, merci pour ces propos très éclairants. Deux questions très rapides. Je suis arrivée avec un peu de retard, donc peut-être que ça a été exposé dans vos propos liminaires, auquel cas pardonnez cette redite, mais j'aimerais savoir quelle est la situation sanitaire actuelle en Chine, quelle est la situation sanitaire à Wuhan notamment. Vous savez que chez nous, la reprise de cette épidémie représente aujourd'hui un pic très inquiétant, avec des projections qui sont alarmantes pour nous tous, Français en métropole notamment. Eh bien, est-ce que les protocoles, les différentes mesures qu'a pris le parti chinois, la République chinoise, le gouvernement chinois permettent aux Chinois d'être moins impactés par cette épidémie aujourd'hui? Deuxième question, y a-t-il un protocole qui a été organisé par les Français en Chine pour le retour ou pour les voyages de Français ou de touristes ou d'hommes d'affaires, enfin pour tous ceux qui sont des voyageurs qui sont en Chine pour la France? Y a-t-il un protocole au départ du territoire chinois? Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Pancher. Oui. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon retard. J'ai des difficultés à me connecter. Peut-être avez-vous déjà répondu à ces questions. La mise en quarantaine est donc généralisée à Wuhan à partir du 24 janvier, 23 au soir. Vous l'avez confirmé, on rapatrie plusieurs centaines de ressortissants français pendant cette période. Cependant, ce n'est que le 12 mars qu'interviennent en France des premières mesures de fermeture d'écoles, crèches, et notamment dans notre pays, et que le 15, un confinement généralisé seulement mis en place. Alors la question, évidemment, qui a été relayée beaucoup par la presse en début de confinement en France, était de savoir quelle avait été la nature des notes que vous aviez transmises sur ce sujet
au ministère des Affaires étrangères. Avez-vous eu des retours de ces notes et comment se sont matérialisés ces échanges? C'est-à-dire que la crise est immense en Chine. Est-ce que on dispose évidemment de services diplomatiques importants et on voudrait exactement comprendre comment se sont matérialisés ces échanges. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous avez aussi des échanges avec le ministère de la Santé? La deuxième question que je voulais poser, peut-être avez-vous répondu sur cette question, et dans ce cas-là, merci de ne pas y répondre. Le jugement sur la transparence des informations. Beaucoup nous disent que du côté chinois, on a été très très réticents à communiquer les informations très très régulièrement. Cependant, nous avons un consul là sur place et merci Monsieur le Consul de répondre à ces questions. Vous-même êtes au courant très, très rapidement de la situation. Est-ce que vous avez le sentiment vous-même d'avoir bénéficié des informations nécessaires? Allez-y, je vous laisse répondre, messieurs. Alors, d'abord sur la situation à Wuhan et en Chine, où j'étais aussi en début de semaine dernière. Donc, on est dans un retour à la normale totale. Et d'ailleurs, il y a plutôt moins de contrôle à Wuhan qu'à Shenzhen, où j'étais à la fin de la semaine d'après. Et donc, c'est effectivement dans mon propos liminaire, mais on est dans un retour à la normale qui n'est pas la normalité d'avant la crise. C'est-à-dire qu'on continue à voyager avec un certain nombre de contrôles de température, contrôle du stop Covid local, et il reste quand même un certain nombre de contraintes assez fortes, mais on est effectivement dans un retour à la normale. Pour les Français qui veulent venir en Chine ou qui veulent quitter la Chine, en fait, ceux qui veulent venir en Chine, ils sont soumis à quarantaine. Et ils ont une obligation de fournir aussi désormais 2 tests avant de partir. Pour la compagnie aérienne qui doit avoir moins de 48 heures. Et tout ça doit être certifié par l'ambassade de Chine. Donc ça devient, c'est redevenu, ça avait été un peu plus faible. Et là, on vient en quelques jours de remonter d'un cran. Et donc, c'est pas évident de réussir à retrouver, de remplir les conditions pour revenir. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le pays est géré un peu comme une résidence fermée, on contrôle les allées et venues, on ne prend pas de risque de remettre dans la nature quelqu'un qui n'a pas été sous quarantaine, testé. Donc quand je suis rentré moi-même au mois d'août, j'ai été testé en tout 3 fois sur le parcours. Sur la partie, la mise en quarantaine, de partir du 23 janvier, tout ce qui concerne les échanges qu'on a eus avec d'une part le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de la Santé. Donc on a eu un rythme de contact qui a été de plus en plus régulier. Donc à partir du 21 janvier, du 23 janvier, on a des points quotidiens sur la situation sanitaire. Ensuite, comme on est sur la logique d'évacuation des ressortissants, on a eu des visioconférences avec la cellule de crise jusqu'à plusieurs fois par jour. Et donc, au-delà de la question de l'évacuation, ça nous a permis aussi d'évoquer la situation sur place. On a fait régulièrement aussi des points par exemple, sur la situation économique. On a fait un point quasi quotidien à partir de la reprise, donc vers le 20 février, on fait un point quotidien sur la situation économique, à la fois pour Bercy, mais aussi pour les entreprises françaises en Chine. On a fait le 4 mars un retour d'expérience sur notre propre organisation face à la crise pour l'ensemble des postes diplomatiques, et aussi partager un peu toute la chronologie de la crise et des mesures qui avaient été prises en Chine. On a fait le 16 mars une analyse croisée des présentations par la Chine et par l'OMS de la situation ici. Et donc, on a eu ce flux à peu près constant. Avec le ministère de la Santé, j'avais un point télématique au moins 1 fois par jour
sur tout ce qui était lié essentiellement à l'approvisionnement en médicaments et en équipements de protection médicaux, et donc des interactions là aussi sur des spectres horaires très importants compte tenu des différences d'horaires entre la France et la Chine. On a fait aussi pas mal de choses ensuite sur la stratégie du confinement et la stratégie du déconfinement, puisque assez rapidement, on a essayé de partager les informations sur comment avait pu être rendu possible la reprise de l'activité économique en Chine, la reprise des écoles là où elles ont recommencé plus tôt, parce que à nouveau à Pékin, les écoles n'ont réouvert vraiment que début septembre. Et sur aussi les lieux touristiques, toutes les questions liées aux activités de loisirs. Donc, on a fait aussi pour un certain nombre de webinars avec la communauté française. On a fait des points de situation, pas toujours quotidiens, mais quand même très très réguliers, ce qui était même une source un peu de stress pour la communauté. Mais il y a eu des moments où c'était très volatile. On avait des décisions qui variaient d'un jour sur l'autre, aussi le week-end. Donc, on était obligé de faire des mises en jour vraiment très très régulières sur l'ensemble de ces sujets. Sur la transparence des informations des autorités chinoises, dont j'en ai effectivement parlé tout à l'heure, je pense qu'il y a deux moments dans la crise, et à partir du 21 janvier, puis du 23 janvier, cette transparence augmente. Mes collègues du ministère de la Santé considèrent qu'elle est plutôt plus importante que ce qu'ils avaient observé dans la période SRAS, et qu'elle a été aussi un peu plus rapide. Il reste qu'on a une période où soit que la crise était vraiment cachée au niveau local, soit que c'était partagé un peu plus, mais pas partagé ailleurs. La transparence des informations a été insuffisante. Merci beaucoup. Oui, pour revenir sur la situation sanitaire à Wuhan, la manière dont a été géré le confinement et le déconfinement, il a été géré uniquement en fonction de la dynamique épidémique, sans aucune autre considération économique ou sociale. C'est-à-dire que le confinement a duré 76 jours. Pendant 76 jours, et même après, beaucoup de gens n'ont eu absolument aucun revenu. Les chauffeurs de taxi, les personnels de service dans les restaurants, etc. Donc tout ça a été totalement arrêté et l'économie a été clairement sacrifiée à la lutte contre l'épidémie. Je pense que c'est pour ça elle a été enrayée de manière assez rapide, parce qu'un gros coup d'arrêt a été donné. Et il faut attendre donc le 8 avril pour que le déconfinement soit déclaré. La dernière nouvelle contamination, c'est le 16 mars. Donc, il a fallu attendre à peu près une vingtaine de jours. Les autorités ont attendu une vingtaine de jours après la dernière contamination pour décider que les gens pourraient seulement, quand on parle de déconfinement, ça veut dire que les gens dans Wuhan ont le droit de sortir, et les gens à l'extérieur de Wuhan peuvent rentrer, mais on attend encore 15 jours supplémentaires sans nouvelle contamination pour autoriser seulement les Wuhanais à quitter la ville. Donc, ce déconfinement a été extrêmement très progressif. Et au moment du 8 avril, lorsque le déconfinement est décrété, je sors dans la rue et il y avait quasiment personne. Les gens avaient peur. Et donc, les gens ne sont pas du tout sortis en masse comme on aurait pu le penser. Il a fallu attendre quasiment 2 mois pour que les transports en commun reprennent petit à petit de la vigueur. Alors, il y a eu ces codes de santé ont été mis en place. Tous les transports en commun ont été désinfectés 2 fois par jour. Mais les gens avaient peur et les gens hésitaient quand même à quitter leur domicile. Donc, moi-même, mes agents recrutés locaux, j'ai attendu seulement le début du mois de juin pour les faire revenir effectivement en présentiel, et encore petit à petit en travaillant en brigade pour se protéger, mais surtout pour des raisons psychologiques. Les gens avaient vraiment très très peur. Donc le déconfinement n'a pas été la grande fête qu'on a comme ça ait pu être présenté par certains médias, mais au contraire il s'est fait de manière extrêmement progressive, avec des retours en arrière, puisque après le déconfinement, un cluster a été découvert dans une résidence. Quelques cas, il y a
il y avait 5 cas qui provenaient d'un vieux monsieur, d'un vieux papy qui s'était plus ou moins échappé de l'hôpital, qui était rentré chez lui comme ça. Et donc, à la fois, tout le quartier a été bouclé, a été remis en confinement, mais c'est à cette occasion-là que les autorités ont décidé en mai de tester la totalité de la population ouranaise. 9 millions de personnes ont été testées en une dizaine de jours. Moi-même, j'ai joué le jeu et je suis allé me faire dépister, et toute l'équipe s'est fait dépister également. Et c'est seulement à partir du mois de mai, après ce grand test, que l'activité économique a vraiment repris, que les gens ont commencé à ressortir un petit peu dans les restaurants, recommencer à aller dans les parcs publics, etc. Donc les gens ont été vraiment très très prudents. Et c'est valable aussi en dehors de Wuhan, où pourtant on est vraiment sur des choses qui n'ont pas été comparables. Il y a un vrai traumatisme qui fait que même encore aujourd'hui, le métro pékinois est à moins 15% par rapport à l'avant-crise. Et sur la reprise du travail, qui en principe intervient à partir du 10 février, en fait, elle a souvent été retardée. Dans certains cas, les gens ont d'abord même accepté de dormir sur place pour pouvoir relancer la machine, mais pour éviter la circulation, donc les gens ont dormi sur leur lieu de travail. Et à la mi-mars, donc un mois après le début de la reprise de l'activité économique, on était encore à 70% de la reprise. Donc il y a vraiment c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement, mais qui aujourd'hui est vraiment, par contre, là, on est vraiment passé à autre chose depuis la rentrée. Et pour moi, le 1er octobre, ça a été quelque chose de très marquant sur la libération des esprits, avec ces 500 millions de personnes qui tout d'un coup retrouvent le désir de voyager d'une province à une autre. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Pons. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Monsieur le consul. Je vais me permettre de revenir sur, pour nous, cette deuxième vague qui nous arrive. Deuxième vague qui arrive 16 semaines après le déconfinement. Donc un déconfinement qui aurait quand même pu donner de bons résultats. Par contre, chez vous, donc apparemment, pas de deuxième vague. Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'importance des choses qui ont été prises par le gouvernement chinois et avec aussi l'attitude de la population, puisque vous dites que la population avait peur et n'a pas sorti tout de suite. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir maintenant comment s'organisent les voyages entre la Chine et l'Europe et notre pays, dans les deux sens, bien sûr, depuis janvier. Et est-ce que tout se passe bien ou est-ce qu'il y a des dysfonctionnements qu'on peut noter et sinon, comment on peut y remédier? Mais je vous remercie. Alors, je vais prendre la parole du coup dans la suite de mon collègue et confrère, parce que je suis interrogatif également par rapport aux notions d'arrêt de l'épidémie en Chine et d'épidémiologie. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, messieurs, que les hôpitaux étaient saturés, qu'il n'y avait plus d'accès pour les patients non Covid, voire même pas d'accès pour les patients Covid. Je ne connais pas très bien le système de santé chinois, mais je me pose la question. La Chine est un pays immense, avec de très nombreux habitants. Est-ce que vous avez une visibilité sur d'éventuelles poches de contamination dans des zones assez reculées de la Chine? Y a-t-il eu des échos là-dessus, des chiffres, des études? Et par là même, la question que je me pose, c'est, on voit bien qu'il y a un dépistage massif associé à un isolement dans la suite des dépistages massifs, mais pour qu'il y ait un dépistage massif, il faut qu'il y ait des cas dépistés, alors même que manifestement, il n'y a plus de cas. La question, c'est, je me répète, mais je ne sais pas comment fonctionne le système de santé, mais je ne pense pas que tout le monde ait accès assez facilement à un médecin. Donc, ça veut dire
est-ce qu'on peut passer à côté de cas finalement qui ne sont pas détectés et qui passent à travers les mailles du filet? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, je voulais revenir sur les vaccins. J'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure, mais la notion que j'avais, c'est qu'on était quand même en phase 3 sur ces vaccins. Donc finalement, on est sur des tests grandeur nature, si j'ai bien compris. Et puis, troisièmement, je voulais revenir sur l'application, enfin l'équivalent de l'application Stop Covid. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une obligation à la télécharger, une obligation à déclarer sa température dessus. Je voulais en savoir un petit peu plus sur, donc j'imagine l'obligation probablement aussi de déclarer son statut sérologique sur cette application et surtout comment elle est utilisée, comment elle a été utilisée ou comment elle est encore utilisée aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure pour l'accès aux musées, enfin, aux établissements recevant du public. Alors exactement comment ça fonctionne. Merci. Sur la différence, je dirais, fondamentale dans les deux situations, c'est, je pense, le niveau de dépistage et d'éradication en fait, des sources de contamination en Chine a pu être particulièrement profond compte tenu de la dureté des méthodes d'isolement et de l'échelle des méthodes de dépistage. Ce qui fait on est parti d'une situation qui était très, très, très forte sur le Hubei, avec ensuite des points de contamination à peu près partout en Chine, mais qui ont été éradiqués par isolement des personnes et tests à grande échelle qui ont permis d'éliminer les sources de contamination. Quand vous rajoutez à ça effectivement des comportements individuels assez traumatisés par l'expérience du SRAS et par cette expérience qui font que les gens ont été beaucoup plus prudents à ressortir, que par ailleurs dans le nord de la Chine, dans ces mois-là, ce n'est pas les moments où on est le plus dehors, ça a probablement joué pour limiter les foyers de contamination. Sur les transports, tout va bien, je n'irai pas jusque-là. On a 94%, je pense, de vols en moins que ce qu'on avait avant la crise. Les prix sont très élevés et par contre, on a quand même moins de voyageurs et ceux qui voulaient rentrer, les résidents notamment qui avaient été bloqués hors de Chine, ont grosso modo maintenant pu rentrer. Par contre, ça fait vraiment peser un poids très lourd sur les expatriés, sur ceux qui sont à cheval sur les deux pays, puisque les allers-retours deviennent quasiment impossibles et en tout cas ont un prix très lourd en termes d'isolement, parce que c'est au minimum quarantaine stricte, et avec en plus la possibilité de cas positifs, même asymptomatiques, qui à ce moment-là rentrent dans une chaîne médicale qui va les conduire d'abord à l'hôpital pendant un certain temps, puis dans une quarantaine centralisée, puis dans une quarantaine à domicile, et donc s'expose à potentiellement pratiquement 3 mois de retrait social. Donc les Français de Chine sont obligés de bien réfléchir au moment de rentrer en France. Sur la saturation des hôpitaux, donc Olivier parlait bien de la situation à Wuhan, ce n'est pas une situation qui a été partout. Donc c'était quelque chose de très, très particulier. Partout ailleurs, ce qui a été mis en place, c'est des systèmes où les hôpitaux ont été spécialisés pour les patients du Covid. Et il y avait des circuits en fonction des quartiers, on savait à quel endroit on devait être, de façon à éviter que les populations médicales se croisent. Mais il n'y a pas eu d'autres provinces qui ont été exposées à une saturation du système de santé. Sur le fait que des poches puissent exister, passent à travers des mailles du filet, je dirais que c'est quasiment impossible si les gens ont une vocation au voyage. C'est-à-dire que, et c'est lié à votre question suivante sur le stop, l'application. L'application, c'est pas tant qu'elle est
qu'elle est vraiment obligatoire, c'est que vous ne pouvez pas vivre sans. Personne ne m'a demandé on m'a dit que moi en tant qu'ambassadeur j'étais obligé d'avoir l'application Stop Covid, mais je ne peux pas prendre le train si je n'ai pas l'application, je ne peux pas prendre l'avion, je peux ne pas rentrer dans un certain nombre de lieux publics. Alors c'est un peu plus léger en ce moment, mais au plus fort de la crise, tout ce qui était restaurants, hôtels, centres commerciaux, magasins d'approvisionnement, tout ça était impossible sans application. Et dans la plupart de ces lieux, vous avez également des détecteurs de température, et donc vous êtes détecté automatiquement, et si vous êtes détecté automatiquement, vous rentrez tout de suite dans une chaîne médicalisée d'autorité. Et donc c'est cet ensemble qui fait que le traçage a été particulièrement important, d'autant plus que là où sont apparus des cas, dont j'ai cité les quelques villes où sont apparus des cas pour des raisons ou d'autres, les derniers en cours, il y en a un en ce moment qui est vivant, puisqu'on a quelques progressions dans la ville de Kashgar au Xinjiang. À ce moment-là, on est passé à des tests à grande échelle de façon à traiter toute la population et détecter y compris les cas asymptomatiques, de façon à pouvoir les isoler du reste de la population. Sur les vaccins, effectivement, ils sont en phase 3 et ces vaccinations autres ont été faites en quelque sorte en parallèle. La plupart, donc si j'ai vu le patron de Fosun qui est un des 4 producteurs de vaccins les plus avancés, s'ils ont le succès de leur phase 3, eux, ils pensent pouvoir passer en phase commercialisation sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Peut-être pour compléter ce que j'ai dit sur le système de santé à Wuhan, la saturation, elle est vraie fin janvier, début février. Et début février, très rapidement, un système est mis en place de séparation des populations afin justement de décharger les 60 hôpitaux de Wuhan. Alors, Wuhan, c'est la taille en population et en surface de l'Île-de-France. Voilà, c'est pour vous remettre les choses en perspective. Et le Roubaix, en tout, c'est 59 millions d'habitants. Donc, sur tous les hôpitaux en dur ont été quasiment tous dédiés au traitement des patients Covid. Et puis, la construction qui a été assez médiatisée, vous l'avez vu, de ces 2 hôpitaux de campagne en dur, 2400 lits en tout, afin de pouvoir soulager ces hôpitaux pour les personnes qui étaient malades graves. S'agissant des personnes qui étaient testées positives mais asymptomatiques ou malades très légers, les autorités ont réquisitionné 17 grands lieux publics, c'est-à-dire des stades, des lieux de conférence, des grands lieux comme ça couverts et abrités, dans lesquels des dizaines de milliers de lits ont été installés avec des équipes médicales, des scanners mis dans des containers. C'est-à-dire des scanners mobiles ont été amenés auprès de ces centres médicaux afin de pouvoir tester les gens et de vérifier quel était l'état de leur maladie, mais c'était pour les patients qui n'étaient pas graves. Si jamais ils devenaient graves, on les envoyait immédiatement dans un hôpital. Et puis pour tous les cas contacts, c'est-à-dire les gens de la famille, les gens de l'entourage qui auraient été en contact avec des malades, des hôtels ont été réquisitionnés et ces personnes donc, qui n'étaient ni positives ni symptomatiques, mais qui étaient susceptibles de pouvoir développer le virus, ont été isolés chacun pendant 15 jours, quarantaine de 15 jours, dans des hôpitaux, dans des hôtels. En même temps, une trentaine de milliers de personnels médicaux de toute la Chine sont mobilisés sur Wuhan. Tous les hôtels de la ville sont réquisitionnés pour les abriter. Le service de santé des armées chinoises, qui est un service très important, totalement mobilisé également, avec des dizaines de vols intérieurs tous les jours qui amènent du personnel et du matériel sur Wuhan. Donc, cette mobilisation massive, d'une part, et d'autre part, ce tri des personnes en fonction des personnes réellement malades, très malades à l'hôpital, les gens malades mais pas trop dans des centres d'accueil médicalisés temporaires et puis les cas contacts isolés dans les hôtels a permis très rapidement de contrôler la situation. Enfin, en 2 ou 3 semaines, ça permet de contrôler la situation, de désengorger les hôpitaux et de pouvoir recommencer à fonctionner partiellement à partir de la fin du mois de mars pour l'hôpital Zhongnan. Il recommence à réouvrir certains services pour accueillir des malades non Covid. En même temps, comme il ne pouvait pas accueillir les malades non Covid, eh bien c'est la médecine à distance
développé de manière extrêmement rapide. Et donc, les médecins ont consulté via les applications vidéo comme celles que nous utilisons aujourd'hui, ont consulté. Et comme ici, en Chine, il y a des services de livraison à domicile extrêmement développés parce que pendant l'épidémie, lorsque les restaurants ont été autorisés à rouvrir, pendant un mois, ils n'ont été autorisés à rouvrir que pour la vente à emporter, que pour la vente en ligne. Et donc, il y a plein de petits livreurs avec leur mobilette dans la ville. Et donc, grâce à ces petits livreurs, les médecins ont pu faire livrer les médicaments directement à leurs malades. Donc, ces malades qui n'étaient pas Covid, mais on les a laissés chez eux et ils ont été traités comme ça à distance. Sur l'application, je confirme tout à fait ce que dit l'ambassadeur. On ne peut pas vivre sans. Elle est parfaitement acceptée. On n'est pas dans le même système politico-social qu'en France. Ici, bien entendu, lorsque les autorités décident de quelque chose, eh bien, les gens suivent sans discuter. Et donc, cette application, les gens l'ont téléchargée et puis voilà. Et puis, on vit très bien avec. Les caméras de contrôle de température automatique, évidemment, sont installés un petit peu partout maintenant. Et dans la plupart des immeubles, ça commence à arriver dans notre immeuble ici aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, c'est la reconnaissance faciale. Donc, on n'aura même plus besoin de badge. On est reconnu par le système dès qu'on arrive dans l'immeuble. Sur l'application Stop Covid, et grosso modo, c'est sur toutes les applications téléphone, WeChat et autres ici. C'est à partir de ça qu'effectivement, on va pouvoir tracer les cas contacts, mais aussi les cas contacts des cas contacts. On m'a rapporté le cas d'une société qui, pour reprendre son activité, il y a eu un examen de fait sur l'ensemble de ses personnels, et un a été refusé dans la reprise de l'activité parce qu'il était, non pas parce qu'il était cas contact, mais parce qu'il était cas contact d'un cas contact. Très bien. OK, merci. Monsieur Gauthier, je vous passe la parole. Merci. Une question précise. L'hydroxychloroquine a-t-elle été utilisée en Chine et quelle est la position des hôpitaux et des médecins chinois vis-à-vis de l'hydroxychloroquine? Ensuite, sur l'aspect économique, on a connu une récession, et on connaît une récession sans précédent, une crise sans précédent en Europe. Quels sont les chiffres du retentissement sur l'économie chinoise de cette crise sanitaire, notamment sur la croissance? Et puis une dernière question plus spécifique sur la situation de l'écrivain Fang Fang, qui avait décrit le confinement à Wuhan, ville close, qui s'était plaint d'être la cible de polémiques, d'avoir ses comptes Weibo notamment qui étaient bloqués. Quelle est la situation actuelle de l'écrivain Fang Fang? Merci. Et Madame Mauborgne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul. Merci pour vos propos. Moi, j'avais deux questions à vous poser. La première sur la situation des Français qui se trouvent en Chine. Est-ce qu'ils ont été soignés au même titre que les autres? Est-ce que, pardon, en tant qu'ambassadeur, vous avez dû intervenir pour pouvoir en évacuer à la demande des familles restées en France ou pas? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que vous percevez tous les relais des complotismes autour de la Chine et de la perception que vous en avez depuis la Chine par tous les médias, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que vous aimeriez vous exprimer par rapport à ça? Merci. Je me permets de rajouter deux petites questions très rapides. Je ne crois pas qu'on ait abordé le sujet des tests rapides, des tests antigéniques. Enfin, vous l'avez plus ou moins abordé, mais savoir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que les tests qui sont pratiqués sont essentiellement des tests antigéniques et si oui, quel type de test? Je ne sais pas si vous le savez. Je voulais revenir aussi rapidement sur comment fonctionne l'isolement, c'est-à-dire que lorsque le test est positif, comment les gens sont pris en charge. Vous l'avez, je crois, un petit peu abordé tout à l'heure, mais je voudrais être très, très précis là-dessus. Et juste une chose, alors là, pour le coup, assez spécifique, mais je ne sais pas si vous pourrez me répondre. Certaines études tendaient à dire que les enfants seraient moins sensibles
au coronavirus, probablement parce qu'ils sont souvent exposés au coronavirus. Ce sont pas forcément des choses toujours validées, hein. Mais est-ce qu'il y a eu des études ou des travaux qui ont été menés en Chine, sachant que on a affaire à des populations, enfants ou adultes, qui sont, pour le coup, souvent exposées au coronavirus. C'est une zone de l'Asie du Sud-Est qui a souvent des virus respiratoires. Est-ce qu'on a des notions là-dessus, des études sur effectivement une immunisation supérieure éventuelle, étant donné qu'ils sont souvent confrontés à ce genre de virus? Merci. Alors, sur la première question sur l'hydroxychloroquine, ça n'a pas été un sujet véritablement chinois et ça a été un peu suivi de loin médiatiquement ici, mais a priori, c'était pas un sujet. Il y a eu quelques importations de ce produit d'acteurs français depuis la Chine, mais c'est le seul aspect sur lequel je l'ai vu personnellement. Sur le chiffre de la croissance, donc l'impact a été très brutal sur le premier trimestre, et notamment, alors si on prend vraiment le mois, disons, qui va de 23 janvier, 23 février, là la machine est vraiment à l'arrêt. Donc on considère que sur le premier trimestre, on était à moins 6,8, pardon, et c'était la première contraction du PIB depuis 1978. Donc ça a été un vrai choc. Par contre, la reprise a été quand même assez rapide, et on considère maintenant qu'on a retrouvé une forme de croissance légèrement positive, 0,2, et qu'on pourrait être sur l'année, la Chine pourrait être un des rares pays avec une croissance donc supérieure à 0, autour de 2,5%. Donc évidemment, avec des variations selon les secteurs, il y a clairement un boom des exploitations de matériels médicaux, mais il y a aussi des secteurs comme ce qu'on appelle la consommation de revanche, et notamment dans tout ce qui est produits beauté, confort et voitures ont plutôt très très bien repris. Je laisserai Olivier revenir sur le cas de Madame Fang. Sur les Français, donc ils sont effectivement soignés au même titre que les autres, peut-être avec encore moins de volonté de prendre un risque avec eux en termes de libéralisation de la nature. Je pense que ça fait peser un poids sur les autorités locales beaucoup plus important. La question du rapatriement de personnes malades, on a eu un cas d'un pilote d'Air France qu'on a réussi à gérer. En fait, il n'était pas vraiment malade, mais il était testé positif. Il aurait été quasiment impossible de gérer une évacuation de personnes malades, compte tenu de tout ce que ça veut dire en termes de chaîne pour éviter la contamination. Et ça renvoie peut-être, je peux peut-être faire le lien avec une question qui était plus ancienne. La prise en charge d'un malade positif, c'est-à-dire si par exemple on prend le cas classique qui est une arrivée à l'aéroport pour un étranger. Vous êtes testé à votre arrivée à l'aéroport, puis vous êtes envoyé dans un hôtel de confinement où vous restez une nuit, vous avez les résultats le lendemain matin. Si vous êtes malade, vous êtes envoyé dans un lieu soit d'isolement, enfin, a priori lieu d'isolement, probablement d'abord hôpital pour tests complémentaires pour mesurer la dangerosité. Et en fonction de ce qui se passe, c'est là que vous rentrez dans cette chaîne où vous êtes d'abord à l'hôpital, ensuite dans une chaîne de quarantaine centralisée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas chez vous, mais vous êtes dans un hôpital, dans un hôtel ou dans un lieu dédié pour vous suivre. Et ensuite seulement, vous allez être envoyé chez vous, ou encore le comité de quartier ou la commune peut demander une quarantaine supplémentaire. Il faut savoir que quand vous arrivez à Shanghai, vous avez 15 jours de quarantaine, mais que si vous passez de Shanghai à Chengdu, Chengdu peut vous demander une quarantaine supplémentaire de 15 jours ou de 10 jours à domicile.
Sur, sur le complotisme vis-à-vis de la Chine, tout n'est pas parfait dans ce pays, mais il y a aussi, c'est vrai, des moments où on tombe dans le complotisme. Et je pense que toute l'affaire autour du laboratoire de P4 relève plutôt de cette dimension-là. Après, à nouveau, il y a eu des phases où probablement il y a eu des simulations avant de prendre la mesure de la crise. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui relève aussi de la réaction face à une situation imprévue, qui relève de l'inertie d'un système, et puis ce qui relève d'autre chose et plutôt du complotisme. Sur les tests antigéniques, ils ne sont pas utilisés ici à ce stade. Ils sont moins que le test PCR et le test sérologique. Les tests sont faits par contre par prélèvement buccaux, donc c'est plutôt plus rapide que les tests rhinopharyngés français. Et il y a aussi une assez grande rapidité dans les résultats, parce qu'on est en général en moins de 24 heures, on a ces résultats. Sur les études sur les enfants, de manière pragmatique, l'observation est vérifiée. Je n'ai pas tout de suite à chaud la réponse, je peux la trouver. Et je pense que de toute façon, on a d'ailleurs peut-être eu cette étude, on a peut-être partagé, mais je ne l'ai pas juste en tête au moment où je vous parle. Olivier, peut-être en complément? Oui, sur Fang Fang, alors effectivement, elle a écrit ce journal de Wuhan pendant 2 mois, chaque jour. Elle a publié des petits billets, un petit peu toujours dans la même structure. Elle raconte un petit peu sa vie et puis ensuite ce qu'elle voit des informations et les contacts qu'elle a avec ses amis médecins. Elle va bien, elle n'a pas été du tout été inquiétée par les autorités ni quoi que ce soit. Elle n'est pas systématiquement critique des autorités d'ailleurs dans son journal, hein, si vous le lisez bien, mais elle dénonce un certain nombre de défauts et de tares de système qui par ailleurs sont assez bien connus déjà. Mais bon, voilà, elle n'a pas du tout été inquiétée par les autorités. Simplement, effectivement, un certain nombre, la frange plutôt gauchiste, hein, d'une certaine petite partie de l'opinion ici, c'est un petit peu déchaîné contre elle. Voilà, sur les autres des questions, j'ai rien à rajouter. Merci, messieurs. Je ne crois pas avoir d'autres questions. Est-ce que tous mes collègues sont… Non, je suis présente. J'aurais voulu poser des petites questions. Ah, ben alors, oui, pas de souci. Je n'avais pas vu oui, arriver entre-temps, alors. Ah non, je suis là depuis le début. Ah non, je suis vraiment là depuis le début. Ouais, mais je suis en fait sur un ordinateur qui n'est pas le mien, donc tu n'as peut-être pas vu. Voilà. Oui, c'est pour ça. Bon. Pour une fois, je suis coiffée, pardon. Donc, tu n'as pas dû me reconnaître. Eh bien non, il n'y avait pas marqué Martine Vonner, en fait. Voilà, oui, je suis vraiment désolée. Mais j'ai plus de Zoom j'ai plus de visio sur mon ordinateur. Voilà, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, merci pour tout ce que vous nous avez dit depuis le début de cette conférence. Alors, je vous parle d'Alsace et il y a un lien particulier entre la Chine et Colmar, puisque c'est une haute destination de touristes colmariens et qu'ils viennent tous se faire prendre en photo devant le bistrot des Lavandières qui a été utilisé dans une télé-réalité qui a plus de 2 milliards de vues en Chine. Et c'est vrai que je suis moi-même médecin et mes confrères à Colmar ont eu manifestement à traiter des patients Covid dès le mois de novembre 2019 et ils ont ressorti aujourd'hui les radios de thorax et les scanners qui ont été effectués à ce moment-là et ça montre bien qu'il s'agissait déjà des premiers Covid. Ça, c'est pour resituer un tout petit peu le décor, sachant qu'à ce moment-là, ils ont traité de façon très simple par antibiothérapie et qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, ni de dissémination
probable avec un départ de l'épidémie à ce moment-là. Je voulais en parler parce que vous avez vous-même redit que vous aviez informé dès la fin du mois de décembre les autorités sanitaires françaises, et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas eu véritablement de réaction de leur part. Est-ce que vous avez… qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réinsisté? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous-même, vous aviez senti que c'était quand même une problématique qui allait être dangereuse pour la santé? Ou est-ce qu'au fond, vous vous êtes dit, voilà, c'est bien contenu en Chine et quid, on va dire, de la réaction française avec un sentiment qui n'était pas peut-être celui d'alerte maximum. Ça, c'était la première question. J'ai cru comprendre, mais sans doute vous allez pouvoir nous le redire, qu'en tout et pour tout, il y a moins de 5000 personnes qui sont décédées de la Covid, ce qui est en fait une proportion, et on peut s'en réjouir, extrêmement faible. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce chiffre? Est-ce que, selon vous, c'est vraiment dû aux mesures, on va dire, drastiques de confinement, ou est-ce que la partie traitement y a également contribué? Une autre question concernant les analyses. Est-ce qu'en Chine, il y a une analyse des eaux usées? Parce qu'on sait de façon très claire que ça peut être tout à fait prédictif d'une contamination sur une métropole, sur un territoire donné, ce qui est aujourd'hui pas du tout utilisé en France, alors qu'il y a des données très claires. Est-ce que cela a été utilisé en Chine? Et dernière question, on a beaucoup focalisé sur le laboratoire P4. Or, pouvez-vous me confirmer qu'à de façon très proche du P4, il y a un laboratoire P3 américain? On en a très peu parlé, et est-ce que ça pourrait être j'allais dire, une possibilité là aussi, d'erreur humaine toute simple, hein, sans parler loin de là de complot, mais d'erreur humaine avec une échappée d'un virus, ce laboratoire étant, je crois, un laboratoire américain. Merci. Merci beaucoup. Avant que vous ne répondiez, messieurs, y a-t-il d'autres questions pour clore la réunion? Non. Eh bien, écoutez, je vous laisse répondre, messieurs, à ces questions. Alors, d'abord, à partir du 31 décembre, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de réaction. Puisque dès le 2 janvier, en fait, on a un dialogue entre le consulat général à Wuhan et le centre de crise pour modifier les conseils aux voyageurs. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, compte tenu des chiffres bruts dont on dispose, et par ailleurs du message rassurant que l'on a, on n'a pas la mesure de la dangerosité de la maladie. Donc on informe, je dirais, régulièrement à travers notre conseiller santé, notre consul général à Wuhan, et on aura même un deuxième changement des conseils aux voyageurs, mais on n'a pas une mesure de la dangerosité avant finalement la décision de confinement, qui là tout d'un coup frappe les esprits, et il faut être conscient qu'on est dans des chiffres qui doublent d'un jour sur l'autre. Donc vous partez de chiffres qui sont très très bas, et puis brutalement quelque part, donc entre le 21 et le 23 février, on a vraiment cette mesure de chiffres qui sont en train de perdre contrôle. Personnellement, quand je suis à Pékin, qu'on a fait le premier vol d'évacuation, le travail sur le deuxième, je regarde tous les chiffres de contamination que je vois province par province. On a commencé à ce moment-là à faire des relevés quotidiens. Je vois des taux de progression d'un jour sur l'autre qui sont de l'ordre de 15%, 18%. Pour reprendre l'expression d'un collègue, je fais marcher la calculette, et en projetant ces courbes sur une semaine, je me dis le nombre de morts, il va soit doubler si tout va bien, soit multiplier par 5 si ça va mal. Et si je projette les tendances sur 5 semaines, là on est sur des chiffres qui commencent à être alarmants, même sur la Chine. Donc le moment où on écrit vraiment, personnellement, où j'écris vraiment, il y a quelque chose de dangereux, c'est au moment où on a déjà commencé à évacuer les Français de Wuhan.
Sur la partie, donc ces résultats, effectivement, on est à 4634 morts officiellement au 1er novembre. Donc je redis officiellement, parce que je pense que le gros des morts est à Wuhan, mais en réalité, on ne peut pas vraiment se prononcer sur la mortalité du premier mois à Wuhan. Donc les chiffres peuvent être différents, très différents. Mais globalement, pour la maîtrise de l'épidémie, le succès, c'est d'avoir réussi à casser la chaîne de contamination. Et donc, c'est l'isolement, le dépistage, je pense plus que le traitement, parce que le traitement, finalement, il y a eu quand même beaucoup d'échanges entre les spécialistes, avec le partage d'informations au niveau de l'OMS, mais même au niveau très pragmatique. On parlait de l'hôpital de Jongnam tout à l'heure. Il y a eu des visioconférences avec leurs partenaires à Nancy ou à Bordeaux. Donc, je pense que cette partie-là n'a pas été si fondamentalement différente d'un pays à l'autre. Sur l'analyse des eaux usées, c'est quelque chose qui est de plus en plus contrôlé en Chine. Cela étant, je ne suis pas très sûr de pouvoir vous répondre sur le fait que ça a été utilisé en dépistage. J'ai vu des articles sur le sujet, mais à vrai dire, je ne sais plus si je les ai lus sur le territoire chinois ou sur le territoire français, donc, ou dans un autre pays. Mais en tout cas, je dirais que par rapport aux autres éléments que j'ai mentionnés, notamment ces applications, le contrôle de température et le dépistage, c'est moins significatif. En tout cas, ça n'a pas été mis en avant de la même façon. Il y a bien un deuxième laboratoire, et d'ailleurs, qui donne un peu ce relent complotiste que je mentionnais, c'est qu'un des articles à charge sur le laboratoire P4 confond allègrement la localisation de l'un, la localisation de l'autre. Les visites qui sont faites dans l'un sont attribuées à l'autre, et donc il y a une grande confusion. À nouveau, on n'a vraiment aucun élément aujourd'hui pour dire que ça pourrait être le fruit de quelque chose qui serait fabriqué et échangé, enfin, fabriqué en laboratoire. J'ai même lu plutôt des articles scientifiques qui allaient dans le sens contraire. Sur la localisation et la partie américaine de ce laboratoire, l'autre laboratoire P3, je ne sais pas si Olivier, tu as plus en tête sa nature. Je sais qu'il est plus près du marché que le nôtre, si j'ose dire. Non, en fait, je ne sais pas où vous avez eu cette information, Madame la députée, parce que moi, en 3 ans à Wuhan, je n'ai jamais entendu parler d'un laboratoire P3 américain à côté du P4. Sur les questions de localisation, je voudrais quand même rappeler que le foyer de l'épidémie, c'est un marché, le marché de Huanan, dans le quartier de Ranco, qui est pas très loin du consulat. D'ailleurs, on est à 3-4 km de ce marché-là. C'est un marché de fruits de mer dans lequel on vendait également des animaux sauvages. Donc, il est possible que le virus ait transité par là. Il a été fermé dès le 1er janvier et totalement désinfecté. Il y a effectivement pas très loin de ce marché un laboratoire P3, mais comme il y en a P3 ou P2 d'ailleurs, comme il y en a dans tous les grands hôpitaux de Wuhan, puisque ces hôpitaux dans ces laboratoires P3 font des analyses de virus, etc. Enfin, ce sont les laboratoires d'analyse classiques d'un grand hôpital. Ça n'a rien de particulier. Un laboratoire P4, sans être un grand spécialiste, c'est simplement une boîte extrêmement hermétique. Et comme le disait tout à l'heure notre ambassadeur, s'il y avait des turpitudes à faire, ce ne serait pas dans un laboratoire qui est en coopération avec l'étranger. Vous voulez faire des turpitudes, vous pouvez les faire un petit peu n'importe où. Vous n'avez même pas besoin d'un laboratoire P4 pour le faire. Je ne sais pas du tout d'où vous tenez cette information. Monsieur Pancher, juste vraiment une question de rattrapage. Hein. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Président. J'avais une question, peut-être vous répondu. À quand estimez-vous les premiers cas de transmission de l'animal à l'homme? À peu près à quelle période? Peut-être avez-vous répondu à cette question? Non, et non, je n'ai pas répondu, j'en suis bien incapable, parce que c'est vraiment l'idée de la mission de l'OMS sur l'origine du virus, c'est vraiment un peu son objet. Alors évidemment, un an plus tard, ça va être compliqué. La seule chose, je dirais que ce que j'ai évoqué au départ,
c'est qu'effectivement, si on part du principe que le premier mort est le 8 décembre, le virus circule fatalement dès le mois de novembre et peut-être dès la fin octobre. Après, ce que j'ai dit aussi, c'est vraiment très personnel et en fait, je n'ai aucun des diplômes qui me permettent d'avoir une autorité sur ce sujet. C'est juste de penser que si le virus avait commencé à circuler beaucoup avant, comme énormément de gens sont sortis de Wuhan au moment du Nouvel An chinois, le taux de contamination et donc quelque sorte de flamèche de cet incendie qui aurait été distribué dans tout le pays aurait été probablement beaucoup plus important que celui qu'on a observé, compte tenu de la grande virulence que l'on connaît de ce virus. Mais c'est vraiment une observation très empirique et elle ne vaut que… Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Il me reste à vous remercier grandement pour vous être rendus disponibles et avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous remercie vivement de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quelle heure il est exactement dans vos villes respectives. 6h moins 20. Ça va, il nous reste un petit peu de temps pour finir la journée. Bon, très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bientôt.